prévention, elle occupe tout le monde, c'est-à-dire chacun de nous. Chacun de nous quand on est parent, chacun de nous quand on est professionnel, du service public ou pas, c'est-à-dire dans l'éducation nationale, dans la médecine, chacun de nous a un rôle à porter auprès de nos plus jeunes pour lui donner une chance d'être quelqu'un. Parce qu'avant même d'exister, vous êtes parlé. Qu'est-ce que j'appelle parler? C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui a des coutumes, qui a une culture qui nous préexiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez dans un pays dictatorial, ce n'est pas la même chose que d'arriver en France. Si vous arrivez dans un pays où il n'y a pas d'égalité homme-femme, ce n'est pas la même chose de naître petite fille dans ces pays-là qu'en France. Donc il y a quelque chose qui vous préexiste. Et puis, il y a vos parents. Les parents, ils vont vous parler, pas à vous, mais parler de vous avant même que vous naissiez. Hein, ce sera un petit garçon, il aura les épaules larges de papa et les yeux bleus de maman. Pas de bol, c'est une petite fille aux yeux noirs, toute menue. Donc on était déjà parlé et on va advenir. Donc advenir, c'est exister. Pour qu'on existe, il faut que nos parents et la société nous donnent une place. Donc ça c'est important parce que on va prendre, alors très caricatural, un homme et une femme ensemble qui veulent un enfant, je ne parle pas des enfants issus d'un viol, je ne parle pas de tout ça, alors on va dire un couple qui va bien et qui a un désir d'enfant. Donc, premier geste, une maman, première fois qu'elle sera maman, elle va perdre un certain statut. Elle était femme, elle était amoureuse, maîtresse, elle avait son corps qui était, si tout va bien, sujet de plaisir, et il y a un petit bonhomme, un petit être, un petit alien dans le vide qui va arriver. Alors, je vais être volontairement choquant, mais vous compreniez bien. Et puis ce petit alien, il va déformer mon corps. Alors, il va bouffer ce que je bouffe, etc. Alors, heureusement que les mamans n'en pensent pas. Ça, c'est complètement inconscient, mais c'est là. Et ce petit bonhomme, il est moi. Ce petit bonhomme femme, il est moi. C'est fusionnel. Et on est ensemble. Et puis le regard de Marie est important, le regard du compagnon. C'est-à-dire que ce statut de mère, il va être aussi donné par la société et par le compagnon. Est-ce que je regarde mon épouse ou ma compagne encore comme une femme désirée? Donc on voit le bouleversement, et ce petit bonhomme va arriver là, cette petite bonne femme va arriver là, tout bouleversé. La grossesse se passe bien, l'enfant advient, et il y a un geste très symbolique, c'est le papa qui coupe le cordon ombilical. Donc il sépare l'enfant de maman. Symboliquement, c'est important, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas maman. Donc on va sortir d'une relation fusionnelle pour rentrer dans une relation de deux individus ensemble qui ne se connaissent pas. Et donc on va créer des liens. Je te reconnais, tu n'es pas l'enfant que j'ai pensé. Tu es un petit bonhomme, et puis ceux qui ont été parents la première fois se souviennent des premiers pleurs, on dit Piche-Collade, pourquoi il pleure, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il veut un câlin, est-ce que c'est un caprice, on ne comprend rien. Et bien, en n'y comprenant rien, ça nous force à partir à la découverte de cet enfant. Et cette découverte-là, il y a la nature est souvent bien faite, le postpartum blues, moi je pense qu'il a les théoriciens pensent que ça a un rôle, c'est-à-dire ce moment de détresse maternelle, je ne vais pas y arriver, c'est super utile, parce que c'est quoi, je ne vais pas y arriver? C'est que je ne le connais pas. Et ce je ne vais pas y arriver, ça me force à partir à la découverte de mon terrain. Donc on est passé de quelque chose de parler qui préexiste à une fusion à être à deux. Ça c'est extrêmement important, parce que si on reste dans une relation fusionnelle, on ne peut pas exister, parce qu'on ne parle pas. Je sais tout ce que mon enfant veut. Il n'a même pas le temps de pleurer, qu'il a déjà le biberon. Il n'a pas le temps de s'exprimer et être. Donc on voit que d'être deux, c'est important. Et si tout va bien, il y a un papa. Dans ce papa-là, très caricatural, maman est en congé maternité, papa rentre du boulot, bonjour chérie. Donc ce bonjour chérie est extrêmement important pour l'enfant. L'enfant, il est avec des besoins. Si on ne s'occupe pas de lui, il meurt. Donc ce sont les besoins primordiaux. Il lui faut le sein. Bon, le sein de maman.
Mais ce qui est sympa, c'est qu'autour du sein de maman, il y a maman. Maman, elle est douce. Maman, elle aime. Maman, elle est chaude. Maman, elle sent bon. Donc on passe de la notion de besoin à la notion de plaisir. Ce plaisir-là, on va le rechercher. Dans les addictions, c'est important le plaisir. Et puis papa arrive, bonjour chérie. Ce bonjour chérie, il est plein de désir de la maman pour le papa. Le désir, c'est quoi? C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on n'a pas. D'accord? C'est ça, c'est ce qui nous fait avancer. Parce que si on a tout, on ne peut plus crever. Donc le désir, c'est un manque. Il me faut. J'ai eu mon bac, je suis super content. Je suis psychiatre, je suis super content. Je suis chef de pôle, je suis super content. Qu'est-ce que je me fais chier? Pourquoi je n'ai pas fait juge? On n'est tout jamais content de son bac, c'est ça qui nous fait avancer. Et donc comment on initie ce désir? C'est pas le désir de maman pour papa. On le veut. Mais sauf que c'est pas possible. Parce que ce désir-là, il est sexuel. Donc l'enfant veut le désir de maman pour papa, qu'il n'aura jamais. Et tant mieux, parce que l'inceste, ça ne marche pas. D'accord? Donc ça initie à quoi? C'est que nous étions fusionnés, nous sommes 2, nous sommes 3. Si on est 3, ça initie à la société. On va s'intéresser aux autres. Avec la notion aussi, très importante, d'interdit. Donc l'interdit, c'est je ne peux pas baiser maman. Je ne peux pas baiser maman, papa, si je suis une petite fille. Donc ces interdits-là vont nous permettre de vivre ensemble. Donc on voit que très très vite, tout va se mettre en place pour que l'enfant puisse passer tous ces stades et exister. J'existe dans une société qui me préexiste. J'existe parce qu'on me parle et qu'on me considère. J'existe parce que j'ai des envies, j'ai des désirs que je vais devoir assouvir et parce que je vis dans la communauté des hommes avec des interdits qui me permettent de vivre ensemble. C'est super important parce qu'à l'adolescence, on va, caricaturer encore une fois, un petit garçon, un adolescent, un garçon, qui voit passer une fille. Ok, il va passer une fille. Oh, il est amoureux. Ah, si, il ne lui a pas parlé, il ne sait pas qui c'est. Donc le fait d'être amoureux, c'est une sensation, c'est un besoin, c'est un désir qui va nous amener vers l'autre. Et si toutes ces sensations-là, on n'a pas été initié au fait d'être. Si on n'a pas été initié au fait d'être, et bien c'est quoi? Est-ce que c'est elle qui m'envoie les ondes? Quand on voit toutes les pathologies délirantes, la peur de l'autre, etc., qui peut advenir. Tout ça pour dire que cette notion de désir, de plaisir, au moment de l'adolescence, va devenir prégnant. C'est ce moment-là où on sort de l'enfance pour aller vers l'autre. C'est terrorisant. Pour tout le monde. Rappelez-vous de votre adolescence, qu'elle soit près. On est toujours devant l'ado. Donc c'était comment je vais être accepté, comment je vais être accepté par les autres, comment je vais avoir une vie sexuelle, comment je vais pouvoir exister dans cette société. Et aujourd'hui, on n'a aucun rite de passage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit absolument aimer nos enfants et qu'ils puissent tout réussir. Fais ce que tu veux, mon fils, fais ce que tu veux, ma fille. Pour un enfant, tout est possible, c'est dur. Avant, papa était charpentier, papa était médecin, c'était tu feras médecin comme papa. Alors ça, vous allez dire, non, c'est pas possible, la liberté, tout ça, on est passé outre. Mais à l'époque, on pouvait dire, ah oui, je sais ce que veulent mes parents de moi, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, mais je sais où je vais. Ou au contraire, va te faire foutre, ingénieur, je veux faire boulanger, on s'oppose. Et on a des bornes, on a des limites, l'armée, etc., plein de rituels de passage. Aujourd'hui, tout nous est ouvert, où on a l'illusion, nos sociétés nous donnent l'illusion que tout nous est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, l'école nous permettra de nous élever, la mort n'existe plus. Alors, on a l'illusion qu'elle n'existe plus, il n'y a plus de rituels qui nous accompagnent à la mort. On meurt, on crève à l'hôpital. Avant, on mourait en famille, donc on avait tous connu un grand-père sur son lit de mort, etc. Aujourd'hui, elle est cachée. Donc on se retrouve dans une espèce d'anesthésie sans sens qui rend difficile finalement l'accès à l'âge adulte, qui est quelque chose de très simple finalement. L'âge adulte, c'est j'existe, je suis plein et entier dans mon âme et dans mon corps avec d'autres personnes avec qui je vais partir à la rencontre. Et là-dedans,
moindre grain de sable dans tout ce que je viens de vous dire, culturellement, l'amour des parents, la reconnaissance des parents, la fusion, le fait d'être deux, le tiers qui n'existe pas, l'interdit qui n'est pas posé, enfin plein de petites choses. Et on voit dans mon introduction, je disais c'était notre affaire de tous d'aider les jeunes à grandir, à notre niveau. On voit bien qu'un grain de sable là-dedans peut amener à une difficulté. Et cette difficulté, elle est facilement comblable par des produits qui rendent dépendants, facilement comblable par des discours sectaires. La religion qui revient en force dans nos cités, bah oui, parce que si je n'ai pas de place, si je n'existe pas, au moins on me donne un rôle. Alors, tu as un rôle de ne sois pas un mécréant parce que tu vas exister, ou que sais-je. Donc, voilà. L'idée de cette prévention, ça va être de cibler toutes ces petites choses qui font que vous allez devenir un adulte fort. Fort, c'est pas être costaud et être le chef. Fort, c'est simplement j'existe et je suis plutôt pas mal dans ma vie, quel que soit mon niveau. Donc voilà, c'était l'introduction aux choses pratiques. J'espère que j'ai été clair parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu de vous dire, mais de poser le décor sur qui on est quand on est un jeune, là, on ne sait pas. Comment on va interagir avec la société qu'on ne connaît pas et on ne sait pas notre place, c'est difficile. Et donc l'intérêt qu'il y ait des médecins qui s'intéressent à ça, des instituteurs qui s'intéressent à ça, c'est peut-être de faire exister le gamin et puis de repérer très tôt peut-être des choses qui déconnent. Et ça, c'est notre boulot après de prévention, c'est-à-dire de corriger ce qui peut déconner, ou de prise en charge secondaire. C'est déjà là, mais on va éviter que ça s'aggrave, ou tertiaire, c'est grave, mais il faut pas en plus ça se complique. Voilà les trois niveaux de prévention. Merci pour cette introduction et qui vous allez comprendre qu'on s'est articulé puisque la question du risque, je dis toujours qu'elle est inhérente à la vie. Et moi qui suis maintenant mamie, je vois bien que mon petit-fils a envie de grimper la première marche d'un escalier où il n'y a pas de contre-marche. Et pour autant, il va bien falloir qu'un jour il arrive à grimper jusqu'en haut, au premier étage, où il y a mon bureau. Et donc la question du risque, effectivement, pour les jeunes et pour nous tous, c'est aussi de développer des capacités à grandir. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on va aborder cette question-là. Et merci à mon cher confrère d'avoir aussi planté ce décor qui effectivement est en mouvance. Nous avons une société en mouvance, des repères en mouvance. Et le produit, parfois, est une possibilité pour la personne de faire une expérience de vie qui, à un moment donné, va avoir du sens. Et alors, on a parlé de risque, mais on va focaliser sur la question des comportements, on va dire, à risque de santé, et plus spécifiquement des addictions, puisque je refais la boucle avec le professeur Wolf. Parmi les conduites addictives avec produits, il y a quand même bon nombre de facteurs de risque cardiovasculaires. Et on va inclure aussi les troubles du comportement alimentaire qui donc entraînent des phénomènes donc de binge eating, hyperphagie, boulimie. Alors on va laisser de côté l'anorexie, on va en parler. Mais qui donc sont ces comportements qui à un moment donné peuvent nous dépasser mais qui nous font du bien. L'addictologie, c'est vraiment simple, c'est un triangle. C'est une rencontre entre un individu, dont on a parlé, une personne qui est en cours de développement et qui, à un moment donné, peut avoir l'envie de combler quelque chose, de pallier un mal-être, de résoudre un mal-être, voire de faire une expérience plaisante, un peu surhumaine, avec un produit. Et cet individu, il a des facteurs génétiques, il a des facteurs biologiques, il a des facteurs psychologiques,
Il a des facteurs parfois de comorbidité, on a parlé d'anxiété, dépression, certains jeunes ont ces troubles-là. Et quand dans cet environnement, il trouve à proximité un produit, ou alors que dans cet environnement, il est en difficulté, ou alors que dans cet environnement, il y a de la consommation, on va dire, familiale, et bien cette rencontre entre l'individu dans son environnement avec un produit particulier qui va faire une explosion cérébrale, qui va lui donner une sensation ou de bien-être ou de plaisir, il va se dire « Waouh, ça c'est chouette ». Alors la première cigarette, c'est souvent pas très sympa. Mais comme on fume une deuxième fois pour des raisons dont on va parler, eh ben, on va commencer à en avoir envie. Donc vraiment, cette question, elle est triangulaire. On ne prend pas un produit pour une raison inutile. Les humains, on est foncièrement économes. Si on fait quelque chose, c'est que ça a du sens. Si on continue à faire quelque chose, c'est qu'on en a besoin. Ou c'est que ça a un effet, ce qu'on appelle psychoactif. Et je vais vous prendre un exemple. Par exemple, la cigarette. La première fois qu'on fume, ben on a parlé de série de passages, l'interdit, voilà, les parents ne souhaitent pas ou interdisent la cigarette. Ouais, si je peux un peu braver l'interdit, ça serait pas mal. Et puis je vais aller me cacher derrière l'école pour aller fumer cette première clope parce que j'ai envie d'être presque un grand. Donc la transgression de l'interdit, c'est souvent une manière de rentrer dans l'expérience du produit. Ou alors ce rite, alors moi je dis que la cloche du lycée ou maintenant la cloche du collège, c'est un formidable conditionneur du tabagisme. Et chaque fois que la cloche sonne, hop, on va fumer sa cigarette. Donc c'est un phénomène d'entraînement comme ça qui permet de créer cette dépendance. Et puis ensuite, il y a la pression du groupe, ce leader qui est dans le groupe, on parlait de sortir de cette diade mère-enfant, puis ensuite d'aller vers l'autre. Mais pour que l'autre m'accepte, il vaut mieux que je lui ressemble. Donc il vaut mieux que je fume si je suis dans un groupe de fumeurs, il vaut mieux fumer parce que je vais avoir le dress code, les habits, plus la cigarette. Donc il y a toute cette première expérience de la cigarette. Et puis à un moment donné, comme c'est une substance qui a des effets au niveau cérébral, et ben, je vais sentir quelque chose, je vais sentir au niveau physique quelque chose, ça va peut-être me détendre, quoique aujourd'hui on montre que le tabagisme est un pourvoyeur de stress et d'anxiété, et donc arrêter de fumer, ça diminue l'anxiété et les troubles dépressifs d'ailleurs. On a l'impression qu'on augmente la stimulation intellectuelle, c'est un coup de frein. Alors pour les jeunes filles, c'est formidable, celles qui ont envie de maîtriser leur poids, et ben, il suffit de souvent fumer, et ben, on va limiter la prise de poids. Donc on part d'une expérience, puis ensuite il y a une dépendance un peu psychologique, et à un moment donné, donc je ne sais pas si vous savez, mais entre la première cigarette et la dépendance aux produits, je ne sais pas, quelqu'un a une idée du nombre de jours qu'il faut? Un peu plus. On va dire que, alors il y a la dépendance psychologique et comportementale, mais pour que ce soit vraiment une dépendance physique, on dit que c'est entre 1 an et demi et 2 ans. Et moi qui ai rencontré des adolescents, ils sont déjà dans l'envie d'arrêter de fumer, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont soumis, ils sont emprisonnés dans leur dépendance très rapidement, ils en sont conscients. Alors comme vous avez pu le comprendre, ces conduites addictives, c'est souvent un apprentissage. On apprend parce qu'on a rencontré pour moult raisons, puis ensuite ça a fait du sens, et puis ensuite on continue d'être dans cette pratique, et donc c'est un apprentissage. Et ça rejoint toutes les théories d'apprentissage, je ne vais pas faire de psychologie là, mais pour vous dire qu'à un moment donné, c'est un entraînement, un apprentissage, qui va nous conduire à des habitudes, à des automatismes, à de la gestion émotionnelle, et on va aussi très vite apprendre parce qu'on apprend très vite en mimant l'autre. Vous savez qu'il y a un formidable exemple de l'apprentissage qui est ce maître d'apprentissage qui, quand il est heureux, quand il aime faire son boulot et quand
il fait son boulot très bien, les jeunes apprentis, ils apprennent très vite. Parce qu'on est, nous, humains, dans ce modèle d'apprentissage. Il suffit qu'on regarde l'autre pour faire comme lui. Les conduites addictives, elles répondent très très bien à ce mode d'apprentissage. Et donc au final, comme on l'a dit, ce petit bonhomme-là, il est au milieu avec ses acteurs individuels, son microcosme familial, scolaire, ses amis, sa vie, son quartier, son modèle culturel, et puis dans un grand espace qui est notre société. Alors à quel âge ça se passe? Donc je vous ai sorti les dernières études. Alors vous savez qu'en France, on a quand même un système de santé publique qui est pas si mal que ça. Et tous les ans, à l'âge de 17 ans, les jeunes vont à cette fameuse journée de citoyenneté. Et ça permet de voir l'évolution des consommations. Et puis on a d'autres études aussi qui sont réalisées par les professionnels qui accompagnent les jeunes, et ça nous permet d'avoir un peu une image de ce qui se passe. Donc en fait, on va regarder les courbes, les petits ronds verts, et vous voyez que l'apprentissage, en tout cas les premières rencontres avec les produits, se font en 6e, pour 45% pour l'alcool. Pour le tabac, on commence à boire son premier verre très tôt. Finalement, la cigarette, pour avoir le même taux, c'est plutôt aux alentours de la 4e, 3e. Et pour le cannabis, pour avoir le même taux, donc à 40%, c'est plutôt dans les années lycée. Mais quoi qu'il se passe, la première exposition à ces produits-là, qui sont pourvoyeurs après à terme aussi du risque cardiovasculaire, de plein d'autres pathologies et de l'AVC, et là on apprend ça très tôt dans l'adolescence. Donc nos préventions, on parle de prévention primaire, elles devraient même commencer en primaire. Et ensuite, on va faire de la prévention au collège et au lycée avec des outils qui sont adaptés à l'âge. Alors, juste une petite info peut-être, on dit, il y a 30 ans, on parlait du tabagisme, aujourd'hui, il faut qu'on ait une lecture beaucoup plus large. Vous savez que les cigarettiers, à force de les avoir embêtés par les lois, etc., se sont tournés vers d'autres produits de substitution et ils investissent maintenant dans la nicotine pure. Alors, tout ce qui est cigarettes électroniques, bien sûr, mais c'est aussi toutes ces petites cigarettes qu'on pouvait acheter, qui sont bourrées de nicotine et qui étaient l'équivalent, par exemple, de 5 paquets de cigarettes juste dans un petit dispositif. Donc aujourd'hui, les adolescents n'expérimentent pas forcément la cigarette, ils vont expérimenter la nicotine pure ou d'autres produits comme la chicha, comme le snus, les choses. L'humain est très créatif. Il sait fabriquer beaucoup de choses. Bon, et pour autant, donc, comme on a ces systèmes de veille et de surveillance, entre guillemets, de veille vraiment et de réflexion, la politique de prévention, pendant longtemps on se disait ça ne marche pas, mais si ça marche, parce qu'on voit quand même qu'entre 2010 et 2021, vous voyez, l'expérimentation baisse. Et si je vous avais mis une courbe depuis le début du 20e, on verrait que l'expérimentation baisse, que les consommations par exemple d'alcool baissent. Et pour le tabac, c'est la même chose. On n'a plus le service militaire, on n'a plus ces fameux packages vitales qui étaient donnés aux hommes de 20 ans dans les troupes, qui étaient dans le sac quand ils allaient à l'armée. Donc il y a quand même, les politiques de santé publique ont permis de faire diminuer les expérimentations et donc la consommation. Juste encore une petite courbe pour vous montrer, donc ça c'est très très récent puisque j'ai des chiffres de 2022, donc ça c'est l'usage quotidien du tabac et de l'alcool et du cannabis, donc c'est des usages réguliers à l'âge de 17 ans,
Et vous voyez comment depuis 20 ans, par exemple, alors en pointillé c'est la France, en bleu c'est le Grand Est, et vous voyez par exemple en bleu ciel le tabac, hein, qui passe quand même des années 2000 où on était à 34%, là on est à 15%. Pour le rouge, donc ça c'est de l'alcool, ça baisse aussi, et le cannabis, ça baisse. Alors ça ne veut pas dire que c'est gagné parce qu'il y a d'autres produits qui arrivent sur le marché. Et ici, ce que je constate, moi, puisque je suis médecin addictologue depuis 2004 ici à Célestat, je vois que la cocaïne, depuis 5-6 ans, est en train de monter en flèche. Et vous savez ou pas que la cocaïne, par exemple, est un formidable vasoconstricteur des artères. Et donc, on aura certainement une augmentation des complications vasculaires liées à la cocaïne. Donc, et puis, il y a plein d'autres produits dont vous avez entendu parler, le protoxyde d'azote, le poppers, l'ecstasy, la LSD, l'héroïne, c'est assez stable. Le crack qui monte aussi, la kétamine, les opioïdes, enfin bon. Il y a tout sur le marché, il y a tout dans la rue, il y a tout sur Internet. Voilà. On est dans une société où on peut avoir tout, même si parfois on n'a pas d'argent. Alors comment on fait? Il faut ce que je me permets de partager avec vous, c'est toute cette dynamique. Autant quand on va prendre un risque, il y a un processus décisionnel qui se fait. Est-ce que je monte cette marche d'escalier, dit mon petit Roméo, ou je ne monte pas? Parce que je ne suis peut-être pas encore assez costaud pour me. Quand je vais prendre un risque, c'est pareil. Et quand je veux changer de comportement, c'est pareil. Donc chaque fois qu'il y a une action, nous les humains, on est dans un processus décisionnel où je me dis, là je suis stable, là c'est peut-être encore un peu trop dangereux, ou alors waouh, j'ai envie d'aller là parce que c'est dangereux. Et quand je vais quitter mon comportement tabagique, alcoolique, etc., effectivement, je repars dans une zone inconnue. Et tout ce processus-là, il prend parfois un peu de temps. Et pour autant, on a des équipes dont c'est la profession, à la fois de permettre à la personne de se dire non, j'y vais pas, il y a trop de risques là. Ou alors, si j'ai pris des risques, les accompagner pour changer. Alors on a parlé de ces processus d'autodétermination. Ils sont autant importants là pour ne pas prendre le risque que si j'ai pris le risque pour changer. Et ce qui est important, et c'est sur ce sur quoi on se base, nous les médecins addictologues, quand on fait de la prévention ou quand on accompagne les personnes au changement de comportement, on va vraiment être dans un partenariat où on va favoriser l'autonomie de la personne, cette capacité de se gérer, de dire oui, de dire non, d'augmenter ses compétences. Il n'y a pas meilleure prévention que de permettre à un jeune de se sentir compétent, de savoir dire non, de faire des choix. Et donc, autant en prévention primaire qu'en prévention secondaire, prévention primaire, c'est quand j'y suis pas. Prévention secondaire, c'est quand j'y suis. Et la troisième chose, c'est le besoin qu'ont les humains de se sentir connectés. Cette appartenance dont on a parlé déjà tout à l'heure, pour les jeunes, c'est aussi important de se sentir appartenir au groupe. Quand un jeune est isolé, quand il est harcelé, quand il ne répond pas à ce modèle, alors il y a toute la question de la tolérance, par exemple, moi je m'occupe pas mal d'adolescents en situation d'obésité, ou d'adolescents qui ont des troubles du comportement alimentaire, et quand ils ont été harcelés par rapport à leur poids, ils ne se sont pas sentis appartenus au groupe, voire rejetés par le groupe, et donc ils vont utiliser des produits pour soit s'anesthésier, soit essayer de perdre du poids, soit essayer de traiter leur souffrance. Souvent, les produits qui sont utilisés sont des antidépresseurs, parce que les jeunes sont dans certaines situations dans un vrai mal-être. Alors, comment on fait, nous, les professionnels, que l'on soit d'ailleurs, je dis professionnel, mais on pourrait dire parents, comment on fait pour accompagner un jeune une fois qu'il
qu'il a été exposé au produit, ou même comment on fait pour l'aider à réfléchir pour ne pas y aller, ben, il y a des modèles de communication aujourd'hui qu'on appelle l'entretien motivationnel, qui est une approche, je dirais, partenariale de communication avec le jeune ou avec un adulte, qui permet d'accompagner l'autre à réfléchir sur son propre comportement. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on y va, fais pas ci, fais pas ça, hein, quand on est dans ce fameux réflexe correcteur, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, et vous devriez que, et vous devez arrêter de fumer, etc. Qu'est-ce qui se passe? On bloque. Et pourquoi? Alors, pendant longtemps, on ne le savait pas, mais maintenant on le sait. Parce que nous avons un besoin inconditionnel de sentir que c'est nous qui décidons. Ça s'appelle le libre arbitre. Alors, avec les petits guillemets, par rapport à certaines personnes qui ont besoin toujours de l'autre pour décider pour eux-mêmes, mais dans la grande majorité des cas, on a besoin de décider pour soi-même. Et quand les parents viennent et disent « oui, mais il n'écoute pas », ou « oui, il me fait une crise », je dis « hurrah !» Si vous avez un adolescent qui est capable de s'opposer à vous, c'est qu'il est en devenir d'autonomie. Il est en train de s'affirmer. Donc il faut, et c'est une force pour notre société. En tout cas, quand nous soignants ou nous parents, on est dans ce fameux réflexe correcteur, ce qui va se passer, c'est qu'on va provoquer un non-changement. Et puis on l'entend. Oui, mais enfin, docteur, oui, mais enfin, écoute, maman, je range dans ma chambre tout à l'heure. Chaque fois qu'il y a le 8 mai, vous pouvez être sûr que vous avez été dans une correction, dans une posture dirigiste et non pas partenariale. Et donc, c'est parce que vous étiez en réflexe correcteur. Et donc, nous, soignants, on a maintenant des formations à l'approche motivationnelle qui nous permet d'accompagner ces personnes. Alors, encore des petits signes hein, dans nos réflexes correcteurs, ça va être la personne qui devient hostile, qui commence à se battre. Ça, c'est parce qu'on est en train de lutter contre. Ou alors elle change de sujet, ou alors elle nous interrompt. Voilà, des petites choses comme ça à savoir. Mais c'est pas grave, ça montre que l'autre est en capacité de nous dire ce qu'il veut. Ben génial, alors on est là. Et donc, cette approche motivationnelle, c'est une vraie posture à la fois éducative pour moi, pour les parents, mais il faut mettre un cadre, mais c'est une posture aussi pour les soignants qui du coup ne s'oppose pas aux trois modes de communication que nous avons, c'est-à-dire un côté j'ai une communication, on va dire, où voilà, je prescris, voilà, il faut faire quelque chose, j'y vais, et de l'autre, je laisse faire. Et bien au milieu, il y a une posture qu'on appelle l'approche motivationnelle, qui est une guidance. Et on va travailler, on va échanger avec les jeunes autour de cette question de quel choix je vais faire pour ma santé. Avant d'utiliser un produit, voir quand il a utilisé un produit, qu'est-ce que je choisis pour la suite. Et on va travailler sur cette motivation. Cette motivation, elle est liée, elle a trois axes principaux. On est motivé pourquoi? On est motivé parce que ça répond à un besoin. On est motivé parce que c'est important pour nous. On est motivé parce qu'on a des raisons de changer ou de choisir quelque chose. On est motivé parce qu'on a des valeurs particulières. Et ça, c'est l'axe importance. Si quelque chose n'est pas important pour nous, ça ne sert à rien de changer. On ne changera pas. Mais ça doit être important pour nous, ça doit être essentiel, on a des raisons de le faire, on a besoin de le faire, on a envie de le faire. Et pour autant, si on ne se sent pas capable de le faire, on ne changera pas. Donc nous, on va travailler avec les jeunes sur ces différents axes pour voir avec eux si ce changement ou ce choix de ne pas faire quelque chose, il est sous-tendu par des besoins, des valeurs, des raisons, et s'ils se sentent capables de ne pas
pas utiliser le produit, ou alors s'il est dans le produit, de sortir du produit. Et pour autant, si demain j'ai le bac, j'ai beau avoir des raisons d'arrêter, j'ai beau avoir le sentiment d'y arriver, mais ce n'est pas le moment. Donc si vous avez un jeune avec qui vous avez échangé, avec qui vous avez pu repérer qu'il a envie, besoin, des raisons, qu'il sont capables de faire et qui vous dit non, non, c'est pas le moment, il faut comprendre qu'il y a la question de la temporalité. Ok, j'acte, ça ne va pas être maintenant, mais ça pourrait être dans quelques semaines ou quelques mois. Et vous verrez qu'à un moment donné, cette décision va être prise. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est ce principe d'autodétermination et je suis ravie aussi que dans d'autres sphères, effectivement, on en parle. C'est vraiment essentiel. Et quand on accompagne les jeunes ou les moins jeunes, voire leur famille autour de ce principe-là, on trouve très rapidement, alors bon, c'est une diapo où il y a beaucoup de choses, souvent, quand le jeune arrive en consultation avec son parent, on aurait pu avoir l'impression qu'il est passif. Vous voyez, c'est pas sa motivation, c'est pas lui qui vient. Bon, il est déjà venu, hein. C'est déjà arrivé que les parents soient venus sans les jeunes. Et après, on pourrait se dire, nous soignants, ouais, mais c'est pas lui qui veut, quoi, c'est le parent. Ouais, mais il est venu parce qu'il répond à quelque chose que le parent a demandé. Donc, il a peut-être une valeur de loyauté vis-à-vis du parent. Donc, il est déjà venu. Il y a déjà une dynamique qui s'installe. Et puis, à un moment donné, quand on est avec lui et qu'on lui demande mais pourquoi tu es venu, pourquoi tu es venu, pourquoi est-ce que, etc. Et bien, on peut mettre en lumière le fait qu'il est motivé pour répondre à des valeurs ou à des besoins. Et dès lors que vous touchez avec les jeunes la question de la valeur et des besoins, vous êtes au cœur du sujet de la motivation et il peut y avoir un changement de comportement. J'ouvre une petite parenthèse parce que pendant très longtemps, en prévention, on faisait des actions tabagisme. Alors on nous appelait dans tous les collèges, on devait parler du tabac, des méfaits, etc. Ce qu'on a montré, c'est que ça ne marche pas. Et maintenant, en travaillant avec les psychologues et les neuropsychologues, on s'est aperçu que les jeunes vont faire des choix par rapport à leurs valeurs. Et par exemple, vous allez voir les campagnes de prévention du tabagisme de l'année dernière, regardez-les. Ils s'appuient sur des valeurs qui font bouger les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur de l'écologie. Et vous verrez que dans les spots, alors pour ceux qui ont TikTok ou regardez les campagnes, il y a un spot où on voit un petit enfant, un jeune qui est en train de couper le tabac et qui est couvert d'engrais, donc de pesticides. Et donc il y a une phrase qui dit quand tu fumes, tu pollues la planète et en plus, ton tabac, il est fabriqué par un jeune qui est exploité, qui n'est pas payé et qui risque sa vie. Et donc, le jeune, et c'est très intéressant, il va diminuer son envie de fumer parce qu'il a compris que fumer, ça a un impact sur la planète. Comme il est empathique et altruiste, il ne veut pas que ce jeune garçon soit impacté pour sa santé. Et en plus, il a des valeurs de respect et de liberté. Alors, en pratique, et c'est la dernière dia, l'avant-dernière. Quand je veux donner un conseil ou une information en matière de prévention et de santé, l'idée, c'est d'être dans la collaboration, dans le partenariat et dans l'autonomie, dans ce principe d'autonomie et d'autodétermination. Alors, il y a c'est très procédural, c'est très anglo-saxon, mais ça vous permettra d'avoir peut-être ce soir un petit truc, un petit process pour pouvoir discuter avec les jeunes. Déjà, je vais lui dire, écoute, est-ce que tu serais OK qu'on parle, par exemple, de ta consommation d'alcool ou de ta consommation de tabac? Alors, qu'est-ce qui risque de se passer?
se passer? Non. Ok. Qu'est-ce que je me dis, moi? Pardon? C'est jamais le bon moment. Alors, zut, c'est pas le bon moment. Mais qu'est-ce que je pourrais me dire sur mon gamin qui vient de me dire non? Qu'est-ce que je peux me dire? Pardon? Il boit trop. Ah oui, il boit trop. Ça, c'est... Il boit trop et je me dis, ah, il faut vraiment que je lui dise quelque chose. Mais là, il vient de me dire non. J'aimerais bien parler de la consommation de tabac, de l'alcool, mais il m'a dit non. Qu'est-ce que je peux me dire au fond de moi-même là? Il ne veut pas m'en parler à moi. Il peut avoir honte. Mais vous avez un jeune qui est capable de vous dire non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut être conscient que c'est pas bien. Il s'affirme. Donc, au lieu de me dire ah putain, qu'est-ce qui m'énerve là? Je peux me dire, et ça c'est de la médiation cognitive, je peux me dire waouh, mon gamin il est capable de dire non à sa mère ou à son père. Ok, bon allez, tu vas dire non, je ne peux pas faire le reste. Mais si je lui dis qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis tu m'as dit non, c'est pas le moment, qu'est-ce que je peux lui dire? Alors, on va peut-être poser une question verte, mais on peut lui dire aussi à quel moment tu pourrais. Est-ce qu'on pourrait en parler? Ok. Demander s'il y a des copains qui fument ou qui boivent. Alors, on va venir à ça. Alors, ok, bon, jamais. Ok, qu'est-ce que je dis moi en tant que parent? Moi, j'aimerais qu'on en parle. C'est important pour moi qu'on en parle. Tu es important pour moi. Quand ça sera le moment pour toi, je reste ouvert et je serai vraiment contente qu'on en parle. Ça renvoie au fait que je respecte le jeune, je lui montre de l'intérêt et je laisse la porte ouverte. Et je respecte le fait qu'il m'ait dit non. Et donc ça vous allez renvoyer vous allez valoriser le jeune dans sa capacité de s'autonomiser et de s'affirmer. Ok, maintenant il me dit, allez oui, bon, ça fait 3 fois que tu me demandes, on y va. Alors, la première question que je vais poser, c'est une question, donc vous voyez, liberté, choix, autonomie. La deuxième question que je vais lui poser, je vais pas venir à lui demander combien tu fumes ou combien tu bois. Je vais lui demander qu'est-ce que tu sais, toi, sur la cigarette ou sur l'alcool ou sur le cannabis? Pourquoi est-ce que je commence comme ça? Il va dire que c'est pas bien. Ok. Il va dire, ouais, je sais que c'est pas bien. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Ok. Pour le week-end, pourquoi tu vas bien? Ouais, il va dire, tiens, écoute, ouais, pour le week-end, voilà, je fume un joint le soir, pourquoi ce serait pas bien? C'est pour les laisser parler. Le process, c'est pour le laisser parler. Donc, on lui a demandé son accord d'en parler, et on va lui demander de parler. Donc, c'est d'abord lui qui prend la première place, en disant, bah oui, voilà, je sais, etc. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous allez lui faire confiance. Vous allez le valoriser dans ce qu'il sait, vous allez vraiment recueillir toute cette représentation autour de ce produit. Il aura aussi ce sentiment qu'il est capable de vous parler. Ok? Dis-moi ce que tu en penses de tout ça, du tabac, du cannabis, de l'alcool. Et puis ensuite, vous aurez une meilleure vue de ce qui se passe dans sa tête. Et donc vous aurez probablement qu'il va vous dire oui, je sais, c'est pas oui, etc., etc. Et vous allez pouvoir travailler là-dessus. Ensuite, le troisième volet, c'est je lui donne de l'information. Mais je ne vais pas revenir sur ce qu'il m'a dit. Hein. Je lui dis écoute, voilà, moi je suis allée chercher une plaquette là à la soirée sur le tabac.
Il y a des moyens, voilà, qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu ci, j'ai vu ça. Donc vous allez lui partager quelque chose. Vous allez lui dire, voilà, est-ce que tu souhaiterais que voilà, on puisse échanger là-dessus, je te donne des infos. Donc on va créer un partenariat. Je ne juge pas ce qu'il me dit, je ne juge pas son comportement, mais moi je lui donne de l'info. Et le troisième et le quatrième acte, c'est c'est pareil, on va lui redonner de l'autonomie. Hein, entre ce que tu m'as dit et ce que je t'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu pourrais en faire? Et on lui laisse cette capacité de choisir et d'avancer dans ses choix de vie. Donc ça, c'est vraiment des processus que j'utilise au quotidien quand je veux donner de l'information et je me rends compte que les personnes sont très ouvertes et très contentes qu'on considère ce qu'elles savent et qu'on considère ce qu'elles ont comme représentation sur le sujet. Et le fait de leur donner le choix d'agir, ce qu'on appelle l'empowerment, c'est vraiment comme ça que se fait l'éducation à la santé aujourd'hui. Et pour terminer, la prévention, vous voyez sur les 3 axes, elle va se faire au niveau on va commencer par l'individu. On va chercher à développer des facteurs de protection de l'individu. Donc effectivement, dans cette trajectoire de vie, essayer de faire grandir ou d'accompagner ce jeune à devenir un adulte qui soit capable de s'affirmer, qui soit capable de dire non, qui soit capable, etc. De repérer ces facteurs de vulnérabilité. Ça, c'est vraiment de la prévention et ça se passe en famille, à l'école, dans la société. Ensuite, on va faire de la prévention dans l'environnement du jeune, en limitant parfois l'exposition, la loi E20, les prix, l'interdiction mineure, etc., etc. Et puis, on va faire de la prévention au niveau des produits, parce que le principe, enfin, comment dire, quand les jeunes vont vers le produit, ils ont une attente aussi de ce produit et il faut qu'ils en aient aussi une bonne connaissance. Et donc, il y a aussi tout le repérage des produits à haut risque de santé qui, du coup, sont repérés au marché noir, etc. Voilà. Donc, au final, Galilée déjà disait, on ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Voilà, merci. En tant que parent, on peut peut-être vouloir, on peut culpabiliser et vouloir dire à l'enfant, c'est cet exemple-là, que c'est, enfin dire qu'on a de faiblesse ou qu'on a fait une erreur. Est-ce que c'est bien à dire? Je ne sais pas. Alors, responsabilité et faute, 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'un parent ne veut pas nuire à son enfant. À part la pathologie, à part la perversion, que sais-je. Un parent aime son enfant, veut l'amener à quelque chose de bien, donc il n'y a pas de faute. Il y a une responsabilité. C'est-à-dire que quand j'éduque mon enfant, j'existe, je donne des exemples, je fais des erreurs. Donc oui, nous sommes responsables auprès de nos enfants. Mais c'est une nuance extrêmement importante. Donc de se dire, je me suis trompé, je me suis planté, de le dire à son enfant, ça me fait exister en tant que parent, et ça lui permet aussi de se positionner. Donc oui, c'est pas une mauvaise idée de dire je me suis planté, ou au contraire de dire là-dessus je pense que je ne me plante pas, parce que je prends position, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la question, effectivement, on revient souvent à l'éducation nationale. On retrouve trop souvent les professeurs et le corps enseignant bien trop démunis face à ces questions et de changement, parce qu'effectivement, ça va tellement vite, et qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, on se sent aussi parfois dépassés. Et ces jeunes, actuellement, sont un peu déboussolés et
malheureusement tombe effectivement dans la simplicité en regardant les influenceurs, les publicitaires, qui justement ils arrivent très facilement à les récupérer. Comment on peut tout simplement un peu les limiter? Alors, vous me permettez d'évoquer quelque chose qui est effectivement essentiel et que l'éducation nationale aujourd'hui est en train d'investir, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est-à-dire que les compétences psychosociales, dans une des compétences du jeune, c'est de développer la pensée critique. Donc l'idée, c'est que très rapidement, on puisse accompagner nos jeunes autour de cette pensée critique pour qu'ils aient dès lors qu'ils sont face, par exemple, à des fake news ou à des dérives sectaires ou à des produits, etc., ils puissent se dire, ah, attention, vigilance, est-ce que je vais tomber dans le panneau? Et du coup, nous, en tant que professionnels, en tant que parents, je pense qu'on a un des aspects, on va dire, de la prévention, toujours dans l'idée d'accompagner ce jeune à devenir un adulte autonome et qui soit assez bien dans ses baskets. C'est vraiment de les accompagner autour de ce développement de la pensée critique, par exemple. On le voit effectivement justement avec l'IA qui est en train de se développer, où on se rend compte aujourd'hui que les attaques sur les différents réseaux, aujourd'hui, un chiffre très éloquent, c'est 1240% d'augmentation sur les attaques au niveau des entreprises ou par rapport à l'intelligence artificielle, qui posera effectivement des enjeux majeurs dans la santé et également à ce niveau-là, clairement. Je le remarque parce que j'interviens également dans les lycées, dans les collèges, où effectivement ces outils qui sont en train de se développer, qui vont aller très très vite, à les rattraper. Et justement avec les dérives qu'on peut connaître dans nos sociétés. Oui, et pour autant, comme l'exprimait l'équipe précédente, cette IA va aussi compenser des handicaps, etc. Donc c'est tout cet équilibre à trouver. Mais en termes de prévention, aujourd'hui c'est vraiment en termes de prévention, ce qui est efficace, c'est d'accompagner ces jeunes à développer leur capacité d'être bien dans leur peau, d'être bien avec les autres, de gérer leurs émotions, de savoir résoudre des problèmes, d'avoir une pensée critique. En gros, j'en ai peut-être oublié une. Et ça commence, on a des programmes déjà de développement des compétences psychosociales chez les tout petits. Je me tourne vers Anne, avec qui on a longuement réfléchi depuis de nombreuses années sur la prévention, et c'est vraiment, j'y crois, les Canadiens le font, et au niveau en France, on y est, donc c'est heureux, après de nombreuses années de réflexion. Mais et en tant que parent, je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une section qui s'occupe de la mythologie aux jeux vidéo et aux tablettes, le téléphone? En ce moment, je vois que ça va en femme. Les parents, les petits, ils ont le téléphone en main, on leur prend, ils font des risques. Alors déjà, la question de la dépendance aux écrans est une question qui à la fois n'est pas tranchée et tranchée, mais l'idée c'est de penser, enfin pour moi, que la nouvelle technologie c'est un outil, le problème c'est celui qui l'utilise. Alors effectivement, il y a quand même des systèmes, et encore cette semaine, je regardais une émission sur les achats en ligne d'une société qui va certainement dépasser Amazon dans les 4-5 ans à venir, qui crée le besoin de l'achat compulsif, avec des systèmes de jeux, de récompenses, de jouissance, etc. Et donc c'est très addictogène. Hein. Pour exemple, dans les casinos, la machine à sous, on sait la régler pour que ce soit addictogène. Il faut qu'elle ait à peu près entre 93 et 95% de retour. C'est-à-dire que quand vous jouez, dans 95% des cas, vous devez avoir quelque chose. Si la machine descend à 85, elle est plus appétante et donc vous allez vous désintéresser de la machine. Donc ça, c'est des systèmes et des rouages qui sont connus, et la question des achats en ligne, ils savent faire, hein, ça c'est clair. Ils ont des neuropsychologues d'ailleurs qui les accompagnent dans le montage de ces structures.
Alors, il y a aujourd'hui des recommandations nationales pour la limitation des écrans chez les tout petits, avant 3 ans, 0. Ensuite, c'est progressif. Et c'est vraiment les écoles canadiennes qui ont montré ça. Et on a aussi montré tout l'impact cognitif sur le développement du cerveau de l'enfant. Donc, c'est maintenant bien documenté. Après, tout le monde n'est pas addict. On a ce besoin, cet outil parce qu'on doit l'utiliser, mais tout le monde n'est pas addict. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, parce que la frustration aussi, c'est un risque de prise de risque. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas utilisé un outil pendant un certain, par rapport à d'autres, risque d'être frustré et au contraire va surcompenser. Il y a des études. Pardon ? C'est pareil pour les sucreries, en fait. Pareil. Il y a par exemple, je vous relate une histoire. Mes filles sont, mes enfants sont déjà adultes, et donc quand mes dernières étaient adolescentes, l'avant-dernière venait d'avoir le portable et la dernière elle a 20 ans d'écart. Et donc la dernière arrivant je crois que c'était en 5e, l'avant-dernière dit allez maman, il faut que tu me payes un portable là parce que c'est du suicide social sinon. Et alors je dis mais écoute, qu'est-ce que tu me racontes là, c'est du suicide social, c'est n'importe quoi. Et en fait, après j'étais à un colloque de sociologues et neuropsychologues suisses qui montrait effectivement que comme la cigarette, l'outil, le téléphone est un outil d'intégration. Et que du coup, ça risquait d'isoler les jeunes qui n'avaient pas ces outils-là. Je n'ai pas signé avec les opérateurs téléphones, mais c'est tout cet équilibre à trouver entre accompagner les jeunes à s'intégrer dans une société, et leur donner des outils, leur donner des moyens, leur donner la possibilité de rencontrer les autres, et de prévenir le risque alors, sur les réseaux sociaux ou autres, il y en a. Peut-être que c'est l'importance du dialogue à chaque fois. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il faut reconnaître, on donne des écrans, du portable pour être tranquille, pour faire autre chose en même temps. C'est ça le problème. Quand on peut partager, c'est un outil. Quand on veut, si on reprend après avec l'enfant ou avec le jeune, ce qu'il a vu, pourquoi il est resté une demi-heure après ça, quel jeu, on ne sait rien. La plupart des parents, moi je pense, honnêtement, c'est parce que pour le jeune, c'est plutôt cool pour nous parce qu'on est tranquille. En ce temps-là, on peut prendre l'envie aussi, on regarde juste nos écrans. Voilà. C'est le problème du dialogue, du partage. L'idée, c'est de rester connecté. Dans le dialogue, c'est peut-être apprendre à jouer aux jeux vidéo avec les enfants, avec les petits-enfants, aller rentrer dans leur monde. Parce que c'est un monde qui leur permet d'avoir des relations. Alors, elles ne sont pas toujours virtuelles. D'autres études montrent qu'en gros, elles communiquent via leurs réseaux sociaux avec 4-5 amis. C'est à peu près le nombre d'amis qu'on a aussi dans la vraie vie. Pardon. Un exemple. Alors juste peut-être parce qu'on est pris quand même par le temps, je vous laisse finir, je clôturer. Comme ça, on marche. Je suis désolée, j'ai le mauvais rôle. Le micro fonctionne plus. Bon, alors, je vais Ça marche les deux. Un exemple sur la télé et le moment urbain. Quand je dis que c'est l'affaire de tous et que c'est la communication et être plein et entier entre deux personnes. Quand vous êtes seul, il est facile d'aller manger devant la télé. Il y a des études qui montrent qu'entre quelqu'un qui mange devant la télé, à peu près la même chose que quelqu'un qui mange en compagnie et qui discute, le poids n'est pas du tout le même. Parce que la notion de satiété et de plaisir et de se remplir n'est pas la même chose quand on partage que quand on est seul et qu'on est passif devant quelque chose. Donc la satiété, c'est ce qui va nous permettre d'arrêter de manger et de ne pas se servir une deuxième plâtre. Donc on voit que c'est l'investissement, j'existe avec quelqu'un qui est en face de moi, qui est et qui existe et qui fait le lien, qui va permettre d'empêcher les plaisirs alternatifs. Donc un truc tout bête, si vous voulez maigrir, ne regardez pas la télé. Parlez avec quelqu'un, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un. Sinon, faites-vous plaisir, des petits rituels, je prépare quelque chose qui vous plaît, et derrière, j'irai sur l'écran. Mais pas en même temps.
Merci beaucoup. Alors, Il y a des exceptions. Ça marche le foot ou pas? Oui, juste